Bon, on va peut-être démarrer alors parce qu'on a beaucoup de choses à échanger aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se dire. On voulait faire en fait on voulait balayer en fait, enfin je l'ai proposé à Vladimir et Charlie qui ont gentiment dit oui. Je voulais balayer un petit peu le sujet des mythes versus réalité autour du product management. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. On va essayer d'en parcourir certains. Pour tout vous dire, on en a beaucoup à parcourir et j'imagine que vous avez des questions autour de ça également. L'idée est de un petit peu voir concrètement ce qui se dit, ce qui se fait, voir un petit peu l'envers du décor sur deux entreprises, deux belles entreprises de la French Tech qui ont vraiment des problématiques différentes, des secteurs d'activité différents, des produits différents. Donc, on va balayer ça. Très rapidement, donc moi je suis Head of Maestro, j'ai la chance de l'idée cette formation d'excellence, ce bootcamp qui propose des formations d'excellence autour du product management. Voilà, product manager de métier à la base. Je vais peut-être commencer par vous demander de vous présenter, Vladimir, si tu veux bien. Ouais, je peux commencer. Vladimir, je suis CPO chez MangoPay. Je travaille chez MangoPay depuis 4 ans et je suis arrivé en tant que product manager et puis j'ai petit à petit évolué. Avant ça, j'ai fait des études de sciences politiques, donc pas forcément très liées au product management et à la tech. Et puis j'ai une petite aventure entrepreneuriale dans la food tech avant de faire le wagon et de rejoindre Mango en tant que product management. Voilà. Cool. Charlie, tu veux nous raconter un petit peu aussi? Oui, bon, Charlie, chez Vestiaire Collective, depuis un petit peu plus de 2 ans, je suis VP Product. Je m'occupe actuellement de la partie paiement, finance, monétisation et les opérations. Je bosse dans le web depuis une douzaine d'années. J'ai commencé en tant que développeur et designer, et puis dans le e-commerce depuis un petit peu plus de 8 ans. Passé 15 ans en Asie du Sud-Est, 6 ans dans une entreprise e-commerce qui s'appelle Lazada, qui s'est fait acquérir par Alibaba. Et donc en France, depuis 2 ans et demi, chez Vestiaire Collectif pour continuer à faire du e-commerce, mais dans le côté seconde main, donc beaucoup plus sustainable que ce qu'Alibaba peut faire. Nickel. Alors, on va rentrer dans le détail. Volontairement, je ne vous demande pas ce que font vos entreprises, les différents produits, vos enjeux, parce qu'on va peut-être rentrer un petit peu dans ces détails-là par la suite. Alors, une question un petit peu pour vous qui nous rejoignez. Est-ce que vous pouvez nous partager dans la chatroom les mythes autour du product management selon vous? Quels sont les mythes autour du product management? Bien sûr, tout au long de la discussion, vous pouvez poser vos questions à Charlie, à Vladimir, et on sera là pour y répondre. Oui, ça c'est un bon, le CEO du produit, on a prévu. Alors déjà, pour commencer, ça tombe bien, Charlie, que tu te sois présenté et que tu nous aies dit que tu as un background tech à la base. Parce que moi, ma première question, elle est là. J'ai beaucoup de gens au téléphone qui me demandent, est-ce que pour être product manager, il faut avoir été ingénieur ou au moins, comme toi, Vladimir, qui a fait le wagon, avoir été technique? Vous avez 2 heures. Je vais commencer. Moi, j'ai interviewé énormément de product managers, de tech lead, etc. Et j'ai un background technique et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, puisqu'on en parlera aussi, je pense, dans ce concept de mythe et de product management. De product management, quel est le scope et quel est le rôle d'un product manager? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Quelle est la partie où on travaille avec le métier et quelle est la partie sur laquelle on travaille avec l'équipe tech? Et le fait de comprendre un petit peu et de parler le même vocabulaire, de comprendre les enjeux, de gagner du temps aussi dans des entreprises qui grossissent où on ne peut pas avoir tout le monde dans les mêmes réunions, et de pouvoir avoir des réflexes de savoir ce qui est possible, de savoir ce qui n'est pas possible, de savoir ce qu'est un quick win et de savoir ce qui ne l'est pas, je pense, aide beaucoup et apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Ok. Bon, d'abord, avant de creuser, Vladimir, tu partages, toi, cet avis?
Dans les grandes lignes, oui, je suis assez d'accord il faut avoir une appétence technique assez forte. Il y a plusieurs moyens de se former quand même et de concrétiser un peu sur cette appétence technique pour apprendre un certain nombre de concepts qui me paraissent nécessaires, et on n'a pas besoin de passer par une prépa et 3 ans d'école d'ingé ou 4 ans, j'en sais rien, pour avoir cette appétence. Mais je pense que c'est effectivement nécessaire. Et puis, il faut dire ce qui est, on vous prend plus au sérieux côté tech si vous arrivez à parler le même langage, et c'est un petit peu votre rôle, le rôle aussi du product manager, de se faire comprendre aussi bien des techs que du business. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant que tu le prennes, et c'est vrai que la plupart des gens se demandent, ouais, est-ce qu'il faut être ingé? Moi, j'ai une équipe de product manager qui est plutôt très tech, et une des raisons et une des choses qu'on m'a demandé en prenant ce poste de CPO, c'est aussi de leur apporter des compétences un petit peu plus business, de les rapprocher du business, de leur donner aussi des outils business. Donc, je travaille par exemple pas mal avec notre équipe finance pour travailler sur des concepts business, qu'est-ce qu'une grosse margin, ce genre de choses, comment on calcule notre bénéfice, etc. Et donc, je pense que voilà, les deux casquettes sont nécessaires, sont valables. Et en tout cas, j'ai envie de le croire parce que je viens du milieu de la Sciences Po. Les deux peuvent s'acquérir tout au long de sa carrière. Alors justement, on va avoir un webinaire sur la technique pour les product managers la semaine prochaine. Mais une question en anticipation très rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir, est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir coder concrètement? Non, je pense pas. Ouais, je suis très d'accord. Non, je pense pas. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des notions d'architecture. Ça me paraît assez nécessaire pour bien comprendre de quoi on parle, comprendre, peut-être essayer de s'y mettre, mais savoir coder dans le sens arriver à faire un produit from scratch pour devenir product manager, à développer un produit from scratch, je pense pas que ce soit nécessaire. Et pour des profils, excuse-moi Charlie, est-ce que tu veux donner ton avis là-dessus? Non, je suis complètement d'accord. Mais moi, j'aime lire le code parce que ça me permet de comprendre aussi. Au lieu de poser la question, j'aime bien regarder les lignes de code parce qu'au final, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas besoin de savoir coder pour pouvoir lire du code. C'est quand même deux choses différentes. C'est comme quand on apprend une autre langue. C'est beaucoup plus facile de commencer par comprendre plutôt que de savoir la parler. Et je pense que le code, c'est pareil. Alors, pour être un petit peu pour essayer un petit peu de réfléchir à un autre mythe, un second mythe, c'est celui selon lequel pour être product manager, on a besoin, enfin c'est un rôle taillé pour des profils professionnels qui sont plutôt confirmés, qui ont plutôt au minimum 3, 4, 5 ans d'expérience déjà derrière eux. Oui, enfin, en fait, en fin de compte, il y a une différence product manager, product owner que certains font de manière assez explicite dans certaines entreprises. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est qu'on arrive, en tout cas chez MangoPay, et j'en suis un des exemples, à accompagner des personnes un petit peu plus juniors en les commençant à les faire beaucoup travailler avec les développeurs sur des notions de delivery, et puis petit à petit de les amener vers de la discovery qui nécessite peut-être des compétences et une lecture sur des domaines assez variés, business, légal, data, etc. Donc moi, c'est le chemin que je vois. Pour être un product manager complet, il faut un peu de temps, mais c'est possible de commencer ce chemin en début de carrière. Vous Charlie, chez Vestiaire, vous avez des products un peu juniors? Oui, c'était quoi la question exactement? Parce que j'étais en train de lire en même temps les Ouais, messages sur le chat où la- je la- lisais la- product manager, product management égale product owner. Donc, qu'est-ce que c'était ouais, alors cette question? enfin, le mythe, c'est le product management est un rôle pour les seniors. Ah non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est quand même, c'est quand même un métier qui est relativement nouveau. Ça fait une dizaine d'années que c'est un métier qui existe. Donc non, non, je suis complètement d'accord avec Vladimir là-dessus. Il faut commencer quelque part, comme dans n'importe quel métier.
il faut commencer quelque part. Et alors, est-ce qu'on est sur un rôle où tu vas être un mini CEO de ta partie du produit? J'adore cette question Ouais. parce que qu'est-ce qu'un CEO? Il y a différents types de CEO. Il y a des CEO qui sont des dictateurs, qui aiment bien dire c'est moi qui décide, vous faites ce que vous voulez. Il y a des CEO qui sont beaucoup plus dans l'écoute et dans le partage et dont le rôle c'est de créer des équipes pour arriver et de faire fonctionner ces équipes pour arriver à ce qu'ils veulent. Et quand on lit certains articles sur le product manager, c'est le CEO de son produit, ça part toujours d'un angle où c'est le product manager qui décide. J'ai entendu aussi beaucoup de product, pas de product, de Scrum Master dire c'est le PM qui décide. Alors que selon moi, le PM est là pour faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent dans son équipe, et qu'ils soient développeurs, qu'ils soient QA, qu'ils soient product analyst, qu'ils soient designers, qu'ils soient des partenaires métiers, ils travaillent tous ensemble pour définir les problèmes, trouver les meilleures solutions et avancer dans la même direction. Donc, si le product manager est le CEO de son produit, alors il faut que ça soit ce genre de CEO, pas un CEO dictateur comme il y en a dans certaines entreprises. Je suis plutôt d'accord avec ce que Charlie dit. Il y a plein de types de CEO et à mon avis, plein de types aussi de product manager. La notion de facilitation est la plus importante. Et je pense que pour avoir parlé quand même à quelques personnes qui ne sont dans des entreprises où il y a des product managers et qui ne le sont pas, parfois ils ont l'impression voilà, que le product manager se prend pour un petit CEO et fait des choix sans vraiment parfois les expliquer, sans prendre tous les avis de chaque personne, et ça frustre beaucoup les personnes. Donc c'est, je pense, un travers qu'il faut éviter. Par contre, il y a une qualité, je trouve, en tout cas un attribut du CEO que j'aime beaucoup, qui est celui en anglais, de la accountability, c'est-à-dire la capacité à être en responsabilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important de développer chez le product manager. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où il prend une décision, c'est important qu'il porte cette décision, qu'il explique cette décision, et que si c'est pas la bonne, il en soit un responsable actif, c'est-à-dire qu'il reprenne en main la problématique, retravaille avec les équipes pour retrouver des solutions, etc. Donc, la difficulté, effectivement, à travailler avec beaucoup d'équipes, c'est que parfois la responsabilité est diffuse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Nous, on le voit chez MangoPay, on est une entreprise qui grossit vite, et parfois le circuit de décision se rallonge et le sentiment de responsabilité diminue. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, j'incite beaucoup les personnes de mon équipe à travailler à justement réduire, à prendre la responsabilité des décisions qu'ils prennent, mais à le faire en toute transparence et en l'expliquant aussi à l'intégralité des personnes, des parties prenantes de notre solution. Alors, on a beaucoup parlé du rôle, et si vous avez d'autres mythes que vous voulez nous partager autour du rôle, n'hésitez pas. On va peut-être parler un petit peu aussi du produit. Hein. On va parler scalabilité, et j'ai un mythe aussi autour de… moi, quand je suis arrivé la première fois au produit, on m'a dit il faut penser scalabilité. Il faut penser scalabilité dès le départ, tout le temps, à chaque niveau. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut vraiment penser scalabilité tout le temps? Non, la notion de scalabilité, pour moi, c'est une notion… c'est un peu une notion hors sol, quoi. C'est-à-dire qu'on est scalable par rapport à quoi? Quand vous créez une start-up, on peut se dire être scalable au niveau mondial, être scalable. Donc c'est ça ce qu'il faut réfléchir, dans la scalabilité, c'est avoir des jalons temporels et se dire, bah voilà, là ce que je construis peut durer jusqu'à X milliers d'utilisateurs
jusqu'à X. Nous, c'est le volume de transactions qu'on a chez MangoPay. Et c'est comme ça qu'on essaie de bâtir nos fonctionnalités, c'est de réfléchir jusqu'à quel point c'est viable. Et donc ça, oui, je pense qu'à chaque fois qu'on livre une fonctionnalité, il faut se poser la question, ça va quoi quels vont être mes jalons de repère, quels vont être mes jalons à partir duquel il va falloir que je retravaille cette fonctionnalité pour lui offrir une nouvelle, entre guillemets, jauge d'utilisation. Mais il ne faut pas penser la scalabilité comme... c'est pas une fin en soi, c'est un travail quotidien qui permet d'ajuster son produit à son marché, à son utilisation. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Non, c'est très clair. Bah, par rapport à cette question, c'est marrant. On avait un des directeurs de produits de Facebook qui nous disait il y a 2 ou 3 semaines que paradoxalement, ils ne pensent pas toujours scalabilité chez Facebook. Ils pensent beaucoup création de valeur pour très peu d'utilisateurs, création de beaucoup de valeur pour très peu d'utilisateurs avant de commencer à aller plus loin. Et ça, c'est sur la partie produit et même sur la partie architecture technique. Toi, Charlie, qu'est-ce que tu penses de cette question de scalabilité? De manière générale, et ce n'est pas tout le temps le cas, mais créer un produit qui est scalable prend plus de temps, prend plus de ressources et coûte un petit peu plus cher. Le sujet technique par rapport à ça, c'est souvent est-ce qu'on part sur un monolithe ou est-ce qu'on part sur un set de microservices. Dans cette entreprise de e-commerce dans laquelle j'ai travaillé en Asie du Sud-Est, c'était de l'hypergrowth, c'est-à-dire qu'on est parti tout petit. Et le but de la startup, c'était qu'elle survive. C'était que chaque année, on ait des nouveaux rounds de financement pour pouvoir survivre l'année d'après. Donc, dans ces optiques-là, créer des produits pour scaler 10x, 100x ou 1000x, ça n'a aucun sens si on ne sait pas si l'entreprise va être encore là dans 6 mois. Donc, il faut savoir prendre ces bonnes décisions aussi par rapport au temps qu'on a, puis au risque que l'on veut prendre sur la création d'un produit. Des fois, on est un petit peu sur de la discovery, on ne sait pas si le produit va prendre. Est-ce qu'on veut travailler sur quelque chose de scalable qu'on va lancer à plusieurs millions d'utilisateurs si on ne sait pas vraiment si ça va marcher? Donc, je dirais que la première partie, c'est non, ne pas créer un produit scalable, mais peut-être le refaire à un moment si on se rend compte que c'est quelque chose qui va vivre longtemps Et est-ce que c'est sur vrai lequel on aussi, va construire. et est-ce que c'est vrai aussi pour une entreprise comme Vestiaire qui a qui n'est pas dans la situation d'une startup qui doit survivre année après année. Est-ce que c'est vrai aussi que même chez Vestiaire Collective, on peut avoir des projets sur lesquels on pense d'abord création de valeur pour un petit nombre d'utilisateurs avant de scaler? 80% de nos projets, là, on les pense pour scaler justement, parce qu'on est à cette étape, donc Vestiaire Collective maintenant à 12 ans. On a eu les derniers rounds de financement qui se sont bien passés, qui nous donnent un petit peu plus de visibilité. Et pour être rentable, il faut qu'on soit scalable. Il faut qu'on soit scalable en termes de produits, il faut qu'on soit scalable en termes d'infrastructure aussi, technique. Et donc que le code soit optimisé, etc. Donc ce sont des problématiques auxquelles on pense vraiment à cette étape de l'entreprise chez Vestiaire Collective. Mais c'est des choses qui n'étaient pas pensées. Je suis arrivé il y a 2 ans et demi et l'état du code et l'état des produits n'avaient pas été pensés dans cette optique parce que ce n'était pas la priorité. Alors, tu as parlé de Discovery tout à l'heure. On le voit beaucoup, hein, la Discovery. Bonne pratique pour lancer des fonctionnalités. On a besoin de creuser les problèmes utilisateurs. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il faut toujours faire de la Discovery avant de lancer une fonctionnalité? C'est mon 6e mythe. Ça dépend de la fonctionnalité. Et c'est un des autres mythes que tu avais mis dans l'invitation. C'est dans le e-commerce, par exemple, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été prouvées sur copier des produits qui ont marché sur le même marché, sur la même catégorie de produits, sur le même segment. Il n'y a peut-être pas besoin de faire de la discovery, de faire des A/B tests. On peut se dire, on y va, on sait que ça marche. Donc, sur ces
sur ces produits-là, je dirais que la discovery n'est pas nécessaire. Si on veut un peu faire de l'innovation, alors là, oui. Là, c'est un peu plus important parce qu'on marche un petit peu sur des œufs. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus, 2-3 exemples, tu vois, de pans du produit en e-commerce qui sont un peu des basiques où tu n'as pas besoin de faire discovery, tu dois y aller, tu dois les mettre en place? La feature sur laquelle on n'a pas fait de discovery l'année dernière, sur laquelle mon équipe a travaillé, c'est le private messaging. Donc, la possibilité d'envoyer un message entre un acheteur et un vendeur, c'est quelque chose que Alibaba a, que Le Bon Coin a, que Vinted a, que tout le monde a et que nous n'avions pas. Donc, à partir du moment-là, quand on se rend compte que tous les compétiteurs ont ce genre de produit et qu'on est en retard, il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. Vladimir, vous lancez, vous, des fonctionnalités sans qu'il y ait de discovery? Euh, oui, alors nous, peut-être pour des raisons un petit peu différentes. Donc, on a aussi des cas assez similaires finalement où la compétition et l'attraction client font qu'il n'y a pas vraiment de discovery à avoir. Nous, c'est par exemple au niveau des moyens de paiement. Donc, on va avoir des requêtes de moyens de paiement qui vont exploser. Là, notamment, le Covid change drastiquement l'utilisation des moyens de paiement. Alors, c'est très vrai pour le physique et ça a eu aussi des impacts sur le digital avec des nouveaux moyens de paiement qui montent bien. Donc pour ça, effectivement, quand on voit les utilisations et la demande client qui se fait en même temps, on ne se pose pas un milliard de questions pour savoir si on y va ou on n'y va pas. On a aussi tout un pan étant une institution bancaire, on a tout un pan de solutions, de fonctionnalités qu'on doit mettre en place pour répondre à des normes. Sur ça, bizarrement, on peut faire de la discovery parce que un certain nombre de lois sont ce qu'on appelle des directives, donc sont suffisamment larges pour qu'on puisse avoir des interprétations qui sont à la marge un petit peu différentes. Et donc c'est là où nous, on fait un travail assez important avec nos équipes légales pour essayer de comprendre le vrai du faux, comment on peut adapter, parce qu'effectivement, les lois ne sont pas toujours faites expressément pour son business model, mais il y en a un certain nombre sur lequel on peut pas déroger. Et moi, je me souviens, je pense que tout le monde se souvient de la GDPR en juin 2018, où tout le monde avait foncé et on recevait tous les mêmes mails avec le même besoin de valider les newsletters, etc. Aujourd'hui, c'est les cookies sur chacun des sites qu'on doit accepter, etc. Sur les sujets réglementaires, donc ça, c'est des sujets du quotidien, mais en banque, on en a un petit peu plus complexes. Parfois, il faut se mettre en mode squad et avancer très rapidement pour livrer la fonctionnalité qui est demandée par le régulateur. Donc voilà, il y a aussi un travail à jauger. Est-ce que, on travaille avec l'équipe légale, est-ce que c'est une directive, est-ce qu'on peut l'interpréter, etc. Ou est-ce que à cette date-là, on doit livrer ça? Et donc ça nécessite à la fois de ne pas faire de la discovery et de fonctionner en mode projet et pas du tout en mode produit, et donc de foncer sur des rails pour s'assurer qu'on a bien livré cette fonctionnalité. Et bon, l'idéal, c'est d'avoir d'avoir les textes bien en avance, mais ça n'arrive pas toujours parce que l'Union européenne est faite de telle manière qu'il y a un certain nombre d'informations qui nous échappent ou qu'on reçoit un petit peu en last minute. J'aime bien quand on casse un peu des mythes comme ça. Il y en a un autour de la théorie, enfin un peu une théorie qui veut que les product managers sont tout le temps en contact des utilisateurs ou des clients. Tout le temps, soit en amont justement pour faire la fonctionnalité, soit pour découvrir des patterns, pour avoir des feedbacks. En pratique, est-ce que c'est vrai? Je dirais que oui, quand même, c'est quand même super important. Et c'est vraiment le cas. Dans ma carrière, il y a eu une ou deux situations où ce n'était pas le cas. C'est quand j'étais en Asie du Sud-Est et je ne pouvais pas parler en Indonésie et en Thaïlande. Je ne pouvais pas parler avec les clients en direct. Donc, il y avait des intermédiaires. On faisait des interviews et les interviews étaient traduites. Mais je me souviens y être allé à Jakarta pour assister à ces interviews et être au milieu de tout le monde et puis
et ne rien comprendre à ce qui se passait. C'était un petit peu dommage, mais ça reste des exceptions. Donc pour moi, non, ce n'est pas un mythe. Pour moi non plus, non, c'est pas un mythe et nous, enfin, de plus en plus, on essaie de le pousser plus loin puisqu'on est une solution B2B et donc on essaie aussi d'aller voir les utilisateurs des plateformes auxquelles on offre un service de paiement parce que finalement, on offre aussi un service indirectement à ces personnes-là et pour le coup, oui, pour moi, c'est pas un mythe et c'est extrêmement important. Ouais. Alors, pour parler un petit peu, sortir un peu de la discovery et parler un peu communication, organisation, process, est-ce que la communication, mythe numéro 11, hein, est-ce que la communication est quelque chose d'inné, qu'on n'a pas besoin de travailler? Il suffit de ne pas être trop mauvais à l'oral, quoi. C'est pas les meilleurs communicants. Généralement, enfin, en termes de produits, moi je trouve que les beaux parleurs, entre guillemets, les bonnes personnes à l'oral, sont pas forcément les meilleurs communicants. Surtout dans une boîte qui grandit, il faut plutôt des personnes qui arrivent à bien partager l'information au bon endroit, à être bien organisées, à être rapide, à fonctionner de la manière la moins verbeuse possible pour partager de l'information. Et ça, je trouve que ça s'apprend. Pour le coup, je pense que voilà, c'est une chose qui s'apprend et il n'y a pas besoin d'être, entre guillemets, beau parleur. Il y a plusieurs définitions de communication. La communication écrite est quand même assez importante pour un product manager puisque sa relation avec son équipe tech aussi, suivant les setups, se fait beaucoup à l'écrit. Il faut que les user stories soient clairs, il faut que les tests soient clairs à l'écrit. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a cette partie où il faut savoir s'exprimer, il faut savoir convaincre les différents stakeholders. Donc, il y a ces deux parties qui sont très, très importantes, mais qui s'apprennent. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, la communication. Comment on travaille justement ça? Comment on travaille? Avec l'expérience. C'est beaucoup de feedback. Enfin, je trouve que, en tout cas, les personnes qui ont fait les progrès les plus importants, en général, ça passe par pas mal de feedback, essayer de créer des frameworks aussi. Côté management pour s'assurer que voilà les projets soient communiqués dans un cadre, dans des templates, etc. Donc voilà, c'est la méthode un peu bête et méchante, mais de bien s'assurer de faire les bons feedbacks sur chacune des communications. Vous en avez créé typiquement chez MangoPay des frameworks pour communiquer sur les différentes étapes d'un développement, du process de développement produit, par exemple? Oui, bon, on a alors le plus simple, c'est le framework qu'on a avec l'équipe tech pour tous nos tickets. Et puis ensuite, on a créé des templates pour les fonctionnalités pour la partie plus product marketing. Euh, et voilà, principalement comme ça. On a des templates aussi sur toute la partie un peu plus KPI. Voilà, on essaye d'adapter un petit peu, mais d'en créer un maximum. Vous aussi, Charlie, chez Vestir, vous avez des templates de communication? Oui, mais le plus important par rapport à cette question, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes équipes, c'est sur ces feedbacks justement, quand on a des réunions, sur la manière dont ils s'expriment, sur la manière dont ils écoutent. C'est très important, l'écoute, la manière dont ils vont dire non, parce qu'une grosse partie du rôle aussi, c'est de prioriser et on doit dire non à certaines personnes et il y a plusieurs façons de dire non. Il y a la façon de dire non qui va complètement fermer la porte et casser des relations. Puis il y a la façon de dire non un petit peu plus sympa qui va permettre de créer une relation et que les choses se passent beaucoup mieux dans le futur. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes équipes parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors justement, tu as un peu d'avance par rapport à un autre mythe qui est l'idée selon laquelle quand tu es product manager, tu passes beaucoup de temps à dire non.
C'est plutôt Ouais. vrai, ouais. Plutôt réalité, ouais, on est d'accord. C'est dire oui, mais pas maintenant. Ok, c'est ça le bon framework. Oui, parce qu'il n'y a pas de… Tout est possible et il n'y a pas de mauvais problèmes ou de mauvaises solutions. C'est vraiment une prioritisation. Et si on avait toutes les ressources du monde à l'infini, on pourrait faire tout ce que tout le monde veut pour apporter, à partir du moment où on apporte de la valeur ajoutée. Mais si on est transparent sur les ressources que l'on a, sur les priorités que l'on a, s'il y a différents stakeholders, la communication devient beaucoup plus simple et le non passe beaucoup mieux. Il y a une question que je voulais poser aussi au niveau du rôle de product manager. On voit dans des équipes un peu plus matures le product manager, enfin, les product managers sont accompagnés d'une squad, enfin, d'une équipe produit un peu large, constituée de product designer, product marketing. Évidemment, on a des développeurs. Est-ce que c'est un mythe de dire que tout le monde a un rôle bien défini dans cette équipe? Ou à l'inverse, est-ce que… Bah, enfin, dans une squad, je pense que les personnes qui ont des métiers différents, c'est-à-dire les développeurs versus les data analysts versus les product managers versus les product designers, ont forcément un scope qui est défini par leur métier. Je pense qu'à l'intérieur du produit, il y a de plus en plus de product specialists, entre guillemets, qui vont faire du product marketing, plus du product data, etc., etc. Mais il y a quand même une ribambelle de spécialités, ce qui fait que malgré les titres qui peuvent parfois réduire un petit peu leur scope, un product data sera toujours amené à faire du product management de manière un peu plus générale, peut-être du product marketing, très certainement du delivery, etc. Donc, je pense qu'à l'intérieur du produit, il y avait tu avais posé cette question sur le côté entrepreneur, mais dans une squad, je trouve que l'équipe produit est aussi là pour pas rester simplement dans ce qu'elle pense être son rôle produit, mais être aussi un facilitateur et donc aller prendre des sujets qui sortent un petit peu de leur cadre ou de leur titre pour justement faciliter l'avancée de la réflexion ou de la livraison de la fonctionnalité. Ça rejoint Mehdi, un des autres mythes qui, je ne sais pas si c'est lié à cette question, mais il y en avait une, c'était est-ce que les entrepreneurs font les meilleurs PM, non? C'est Ouais, un ouais. peu lié à ça. C'est une bonne question et je pense que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la startup. Un PM chez Amazon aura certainement pas les mêmes qualités ou ne- n'aura pas besoin des mêmes qualités qu'un PM dans une startup où c'est le premier PM, où effectivement il devra faire un petit peu plein de choses. J'ai commencé ma carrière comme ça, donc avant d'être PM, je suis arrivé dans cette startup de e-commerce et j'ai fait les mock-ups et ensuite j'ai codé les mock-ups et ensuite j'ai fait la QA du mock-up. En fait, ensuite je les ai mis en production. Et au fur et à mesure, quand l'entreprise a grossi, il a fallu se spécialiser et du coup embaucher des designers pour faire le design, des front-end développeurs pour faire le front-end et le product manager pour un petit peu faire la gestion de tout ça. Donc, c'est vraiment géométrie variable en fonction du stade de l'entreprise et, euh, Ça et, rejoint un peu et du scope aussi. ça rejoint un peu un autre mythe que j'avais en tête, qui est celui sur lequel tu as besoin d'être product owner pour être bon product manager. Tu as besoin d'avoir été product owner au préalable. Quelle est la différence entre un product owner et un product manager? Je Bonne me pose question. toujours cette question. Une bonne question, ça. Je crois qu'elle a été posée tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. On peut peut-être partir de là, d'ailleurs, définir un petit peu la différence entre les deux. Pour moi, c'est de la sémantique. Les deux personnes font un peu la même chose. Donc, quand on regarde la définition de Scrum et de l'agilité, le terme de product owner est utilisé.
Ensuite, dans beaucoup d'entreprises, on considère le product manager fait un petit peu plus que le product owner, qui est principalement que la delivery. Au final, où est la limite, où est la frontière entre ces deux rôles, si c'est deux rôles ou pas. Nous, chez Vestiaire Collective, on a des product managers, pas de product owner et de product manager, c'est un seul même rôle. Donc, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus. Ouais, nous on a fait à peu près le même choix. Et à ceux qui me posent la question, effectivement, nos fiches de poste, peut-être junior, sont plus centrées sur la partie product owners, donc c'est la partie delivery. Et puis plus on monte en seniorité, plus effectivement on va faire de la discovery, puis même avoir une feature team et proposer potentiellement une vision. Euh, mais je suis assez d'accord, c'est surtout de la sémantique. Justement, tu parlais d'agilité tout à l'heure, Charlie. Quand tu fais du produit, ça c'est le mythe numéro 14, nécessairement tu dois travailler en orga agile. Ça aide. Ça aide. Je pense que maintenant, toutes les entreprises, enfin, ou la plupart des startups utilisent ce framework. L'organisation agile avec des sprints où il y a un début et une fin, mon expérience a montré que les membres de l'équipe étaient beaucoup plus satisfaits parce qu'ils savaient sur quoi ils allaient travailler. Ils commençaient quelque chose, ils finissaient quelque chose, et le sprint d'après, ils recommençaient quelque chose d'autre et ils finissaient quelque chose d'autre. Alors que quand on est dans un process Kanban ou dans un process où il n'y a pas de début et de fin, ça devient très, très fatigant pour les membres de l'équipe puisqu'il n'y a plus de début et plus de fin. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'un tapis roulant avec des tickets qui défilent, le product manager qui crée des tickets, puis les différents membres de l'équipe qui prennent des tickets. C'est un petit peu triste, cette méthode de travail. Donc, pour moi, je ne me pose même plus de questions. C'est vraiment très, très important d'avoir cette méthodologie. Après, on met le nom qu'on veut sur cette méthode de travail, mais il y a certains préceptes qui sont là pour une raison. C'est parce qu'ils marchent, selon moi. Vous êtes organisé comment chez MangoPay? Nous, on fonctionne en Scrum, avec voilà, des sprints de 2 semaines. Donc oui, non, je vais pas dire le contraire. Et même sur les projets les plus complexes, ça nous arrive de faire ce qu'on appelle des tracks, et pour avoir un maximum de focus et des sprints qui soient qui soient mono-sujets, entre guillemets. Mais pour le coup, on n'en est jamais sorti et les équipes l'adaptent constamment pour l'améliorer, pour parfois le rendre aussi un peu plus scalable, parce que les équipes grossissent. Mais voilà, on a toujours fonctionné comme ça. Est-ce que ça veut dire, et ça c'est un autre mythe, que on a besoin de s'adapter, enfin de faire de l'agilité à la lettre et éviter au maximum les meetings les meetings aléatoires au cours d'un sprint? Oui, ça j'ai un peu de mal par contre avec cette partie les évangélistes Scrum qui le respectent à la lettre et qui nous disent tous les 2 semaines, il y a une rétrospective parce que c'est marqué dans le livre et on peut pas la skipper parce que c'est très important. Alors que je pense qu'une rétrospective, ça peut se faire, c'est pas nécessairement toutes les 2 semaines, c'est quand l'équipe a besoin de la faire, a besoin de donner des feedbacks et partager ce qu'on peut améliorer, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Les autres rituels Scrum doivent se faire naturellement. Ce sont les sprint planning, les grooming sessions, les DSM, c'est la base. Après, on leur donne le nom qu'on veut. On les fait quand on veut, mais ce sont des sessions qui doivent se faire de toute façon pour que l'équipe fonctionne bien. Je suis assez d'accord. Il y a une vraie question sur les meetings dans la relation avec les devs, c'est à quel moment on implique les devs. Je trouve qu'il est assez intéressante et de savoir, ça pour le coup,
Bon, il y a un peu de littérature, mais c'est toujours assez compliqué. Si on les implique trop tôt, bah, on risque de à la fois perturber leur sprint, perturber leur concentration avec des problématiques qu'on n'a pas encore bien explorées, etc., leur faire perdre pas mal de temps. Et si on le fait trop tard, potentiellement, bon, il y a déjà, c'est pas très agréable pour eux en termes d'ownership de trop imposer des sujets, de pas les mettre assez dans la réflexion. Potentiellement, ils auront fait des choix entre-temps qui n'iraient pas dans la direction qu'on souhaite prendre côté produit. Donc ça, nous, on essaie d'impliquer au maximum les développeurs et de faire vraiment des sessions de kick-off très extensives sur vraiment le besoin métier, le besoin business. Euh, Potentiellement, c'est quelque chose, moi, que je réserverai peut-être de plus en plus au lead dev pour s'assurer que les personnes qui sont plus dans l'opérationnel du sprint soient pas trop perturbées parce qu'on voit bien, ça peut pas mal faire perdre du focus au groupe de dev. Alors, il y a des c'est vrai qu'on est sur un métier où il faut savoir, enfin, on a besoin de savoir faire pas mal de choses différentes. Il y a, comme ça, nous, on identifie des nouvelles compétences. Il y a le no-code dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, est-ce qu'il est conseillé de savoir, pour rebondir un petit peu sur la question de départ sur la tech, est-ce qu'il est conseillé de savoir no-coder quand on est product manager? C'est quoi de no Ah. coder? Faire du no-code, tout simplement. À faire du code. Du Du no-code. no-code. Du no code. Ouais. Ouais, en gros, ça voudrait dire finalement savoir configurer des outils. Exactement. Et ça, je pense, que c'est assez intéressant comme problématique, comme disait Charlie dans l'e-commerce, il y a beaucoup de choses qui existent. Il ne faut pas toujours réinventer la roue. Et pareil, il y a beaucoup d'outils qui existent et qui permettent de résoudre le problème qu'on va voir. Et du coup, effectivement, au lieu de passer par les développeurs, parfois on peut avoir envie plutôt de passer par un outil et cet outil de le configurer. Et je m'aperçois que c'est pas forcément un réflexe chez les product managers parce que comme tout le monde dans la tech, on préfère avoir sa petite solution maison qui répond parfaitement aux problèmes plutôt qu'aller benchmarker plein d'outils avec souvent on tombe sur les sales et donc c'est un peu pénible parce qu'avant d'avoir les informations tech qui nous intéressent et les fonctionnalités, on va avoir deux, trois séances de discours commerciaux un peu à rallonge. Et du coup, pas mal d'équipes produits n'ont pas ce réflexe. Et moi, je pense que le métier de produit va changer. Plus le no-code va s'étendre et on va de plus en plus avoir des product managers qui vont avoir un peu des rôles de configurateurs. Sur les produits les plus compliqués, en général, on prend quand même des missions et des personnes qui vont les configurer. Sur certains autres produits, par exemple Salesforce, nous, on a internalisé notre équipe. Et d'ailleurs, on l'a fait dans l'équipe produit. Donc, nous, on a une équipe d'administrateurs Salesforce qui est dans l'équipe produit et qui fonctionne maintenant avec des méthodologies produits. Mais de plus en plus, on va avoir, je pense, un métier de product manager qui va tendre, bien sûr, pas l'intégralité de son métier, puisque l'objectif, c'est de créer de l'innovation et un produit unique. Donc, on ne peut pas le faire simplement avec des outils no-code, mais qui va de plus en plus outsourcer vers du no-code et du coup, devoir jouer le rôle de configurateur de ces outils. Nous, on a ces problématiques aussi, alors notamment sur les outils de shipping fee, de commission engine, où on a créé ces outils et pour changer des commissions, il faut faire un ticket à la tech pour qu'il run un script pour changer des commissions, parce qu'on nous a dit au début, non mais ne vous inquiétez pas, la commission ne changera pas, mais c'est le genre de choses sur lesquelles les différents partenaires métiers doivent avoir la main. Et le job du product manager, c'est pas d'être un configurateur. C'est à partir du moment où il commence à faire ce genre de choses, c'est qu'il n'a pas créé le bon produit pour permettre à ses clients ou ses partenaires métiers à faire les changements. Donc, des choses sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle, quand on sait qu'on va créer un outil qui va devoir être configurable, c'est de le penser
c'est penser ce produit pour qu'on puisse configurer les choses de la meilleure façon, mais ce n'est pas le PM qui va faire ces configurations. C'est-à-dire qu'il va le donner aux équipes métiers qui vont l'utiliser parce que ça va être leur rôle. Ces équipes métiers qui peuvent travailler dans le marketing, qui peuvent être responsables d'une catégorie ou responsables d'un pays, et pour avoir des impacts sur leurs différents KPI, que ce soit des KPI de conversion, de supply, de trafic. Jouer avec ces configurations, jouer avec ces leviers que le product manager lui a créés. Oui, mais là, sur la question du no-code, par exemple, chez Vestiaire Collectif, quand vous utilisez un outil SaaS que vous voulez intégrer que vous voulez utiliser, genre, j'en sais rien, hein, pour envoyer des mails ou voilà, faire ce genre de choses, qui va faire partie intégrante du parcours client et dans le parcours d'achat. Qui est-ce qu'au bout du bout va configurer le Mailchimp ou autre, quoi? C'est l'équipe marketing. C'est Donc, l'équipe. oui, tout à fait. Et c'est un projet, par exemple, sur lequel on a travaillé l'année dernière, où on a il a implémenté un nouvel outil CRM. On est passé de Adobe vers Braze. Donc, mon équipe produit a pas paramétré l'outil. Ils ont fait passer les événements pour nourrir cet outil, pour que l'équipe marketing puisse ensuite être complètement en fait autonome sur cet outil. C'est-à-dire, l'objectif du product manager, là, c'était que l'équipe marketing soit complètement autonome avec l'outil. Ce n'était pas de supporter l'équipe marketing pour qu'ils puissent faire leur campagne. C'était vraiment deux objectifs. Ce sont deux objectifs différents et le rôle du product manager, l'OKR que j'avais donné à ma PM là-dessus, c'était de rendre l'équipe marketing complètement autonome sur l'outil. Et maintenant, ils ne touchent plus à l'outil. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont rien touché sur cet outil. Ouais, et puis je rajouterais par rapport à ça que on a des organisations qui utilisent tellement d'outils au sein des équipes produits, au sens large, que ça devient un petit peu le rôle des product ops, justement, de configurer un peu tous les outils qui peuvent être des échanges entre Customer Success, Sales, Product Manager, entre Product Designer, Product Manager, pour pouvoir rendre autonome justement toutes les équipes et aligner un petit peu tous les process. Ouais, là, il y a deux choses à mon avis différentes. Il y a effectivement les outils en interne qui sont utilisés, et puis il y a les outils qui sont mis au cœur du système informatique pour faire une tâche. Et effectivement, par exemple, parfois on peut se poser la question, est-ce que mon support, on a un besoin, je ne sais pas, pour un blog, pour un centre de support, etc. Est-ce que je vais chercher un outil en externe, et si oui, lequel, ou est-ce que je vais le construire from scratch? Donc, ça, je pris deux exemples assez simples. Nous, ce qu'on a fait, donc on a fait le benchmark pour s'assurer que, voilà, que ça soit le bon outil. On a été pour prendre les besoins, etc. Et une fois qu'on avait choisi l'outil, on l'a paramétré. Soit on l'a paramétré, soit on a pris les services de l'outil SaaS pour le paramétrer. On l'a intégré dans nos parcours clients, et ensuite effectivement l'équipe, pour ce qui est du centre de support, donc l'équipe support est autonome dessus sur l'outil, et l'équipe marketing est autonome aussi quand on parle d'un outil d'envoi de mail ou autre. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans le no-code, c'est plus que les équipes produits aient le réflexe d'aller voir les outils qui se font déjà sur leurs problématiques, parce que souvent il y en a de plus en plus, quoi. Alors, une question un petit peu volontairement provocante. Est-ce que le focus des product managers, ce sont les clients? Il y a une phrase, moi, que je trouve un peu un mythe, qui est Building products that customer loves. Je trouve que c'est un peu, voilà, c'est une phrase très américaine. D'ailleurs, le bouquin qui s'ensuit nuance un petit peu ses propos, mais on est je pense que les entreprises traditionnelles en France, quand vous regardez des indices boursiers, ils vont surtout regarder la croissance d'une entreprise et sa rentabilité. Aujourd'hui, les startups questionnent un petit peu ce focus
Ils vont regarder aussi la croissance du nombre d'utilisateurs, la récurrence, le, le- le- les bénéfices, la marge brute, la croissance de la valorisation de l'entreprise, qui va se faire aussi sur plein d'indicateurs assez différents. Donc, on ne va pas simplement regarder la rentabilité. Euh, et juste pour revenir sur cette phrase, building product that customers loves, je pense que derrière l'amour, il faut qu'il y ait un revenu. Parce que sinon ça ne perdure pas. Et donc, je pense qu'il faut plus aller regarder des KPIs liés au revenu que simplement se dire mon focus c'est le customer ou je veux être aimé du customer, parce que c'est pas forcément l'objectif premier de l'entreprise, c'est pas simplement d'être aimé, mais ça peut être de créer une grosse communauté d'utilisateurs, de créer un chiffre d'affaires important, etc. Nous, on est dans le e-commerce et effectivement, les investisseurs et l'équipe exécutive regardent le GMV qu'on va faire. Le GMV, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui viennent sur la plateforme multiplié par le taux de conversion. Pour faire venir les utilisateurs sur la plateforme et les faire revenir sur la plateforme, il faut qu'ils aient une bonne expérience. Pour qu'ils convertissent, il faut qu'ils aient une bonne expérience et faire en sorte qu'ils convertissent quand ils sont sur la product page, sur le checkout, etc. Si on crée un bon produit et il y a une bonne expérience, la conséquence, c'est qu'on va faire les chiffres. Donc, pour moi, c'est important que le product manager, justement, se concentre sur le client, faire en sorte qu'il ait une bonne expérience, qu'il résolve les problèmes du client, qu'il optimise son expérience, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il ait le meilleur prix, qu'il ait les meilleures features pour qu'il puisse comparer les prix et choisir le produit qu'il veut. Et puis que quand il utilise l'app, il ait une bonne expérience et qu'il revienne. C'est pour ça que donc une des métriques, c'est l'engagement aussi. Que les utilisateurs reviennent et reviennent sur l'app. Et pour les faire revenir, il faut que l'expérience soit bonne, il faut qu'ils love le product. C'est un débat que j'aime beaucoup parce que justement, il permet de réfléchir un petit peu sur est-ce que tu crées tout le temps de la valeur pour ton entreprise quand tu crées tout le temps, enfin, quand tu crées, est-ce que nécessairement créer de la valeur pour ton entreprise, c'est créer de la valeur pour tes clients? Et je trouve que c'est pas si évident que ça comme réponse. Alors pour un petit peu continuer, et puis il nous reste 5 minutes, et si vous avez des mythes aussi à déconstruire dans le chatbox et dans la chatbox, n'hésitez pas. J'aurais voulu vous demander justement pour ceux qui veulent transitionner dans le produit, est-ce que le faire en interne lorsque vous êtes en poste, c'est la meilleure des cartes à jouer? Euh, Moi, je trouve que c'est surtout sur un certain nombre de métiers support. Alors nous, on a eu des équipes support en plus assez techniques, hein, qui vont aller accompagner les clients dans leur intégration de notre API. Je trouve que c'est un super move. C'est un move qu'on a déjà accompagné une fois. Donc, il y a des personnes dans l'équipe finance qui était vraiment très très proche des clients et qui a fait ce souhait. Il a fait une formation wagon et puis aujourd'hui il est dans l'équipe produit et ça se passe très bien. Moi je trouve que c'est des choses qu'il faut accompagner et ça peut être aussi l'inverse, partir du produit pour aller faire, je sais pas si on a une formation de technique, aller faire du développement ou aller dans des métiers plus proches du client aussi. Je pense que toute entreprise a intérêt à écouter ses employés, à lui offrir des possibilités de changer de métier, d'apprendre des nouvelles choses. C'est toujours très, très intéressant. C'est vrai, on voit beaucoup de moves du customer support vers le product manager, puisque je pense que ces deux rôles, ils ont quelque chose en commun, c'est résoudre des problèmes pour l'utilisateur. Quand on a un problème sur un produit, on appelle le customer support et ces gens-là, ils sont là pour résoudre un problème en expliquant pourquoi il y a eu ce problème et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème. Le product manager va faire la même chose, sauf qu'il ne va pas avoir les mêmes outils. Il va créer un design, il va créer des produits pour que l'expérience soit mieux. Donc, on voit vraiment beaucoup de moves. On en a eu chez Vestiaire Collective.
des moves du customer support vers le rôle de product manager. On en voit aussi beaucoup du design. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, puisqu'il y a beaucoup de liens entre quand on design un produit, quand on design une interface et qui permet de résoudre un problème utilisateur. Dernier mythe, un peu, voilà, c'est une réflexion qu'on me fait beaucoup. Est-ce que le product management est le meilleur métier dans l'univers de la tech, celui dont on va tomber? Tu vois, tu parlais de customer love, je parle de job love. Est-ce que c'est celui dont on tombe amoureux, quoi? Est-ce que c'est le meilleur métier dans une équipe tech? On est là pour dire oui, donc on va pas non plus détruire tous les mythes. Non, mais c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Mais en tout cas, moi, je trouve que pour moi, je trouve ça très passionnant et je trouve que c'est un métier qui offre quand même une diversité de problématiques assez importantes, des problématiques humaines, des problématiques techniques, des problématiques business, légales, etc. Et en tout cas, je pense que si on aime comme ça cette pluridisciplinarité, c'est difficile de s'ennuyer. Voilà tout ce que je peux dire, mais moi je trouve ça c'est un super métier, c'est un très beau métier parce qu'il permet d'imaginer des choses et de les concrétiser. Et je pense que beaucoup de personnes ont cette volonté de trouver des métiers où ils ne sont pas simplement un rouage mécanique, mais où ils peuvent proposer des idées ou en tout cas co-construire des idées et les mettre en place. Donc moi j'incite les gens à réfléchir à ce type de carrière. Charlie, pas de regret? Oh non, c'est un métier extraordinaire. Et comme je le disais dans mes expériences, moi, j'ai commencé en tant que designer. Donc, je designais des interfaces, des posters au début. Et je faisais un peu de son, de vidéo. Et j'étais frustré parce que je ne savais pas comment ça se passait après. Donc, j'ai commencé à coder, à faire un peu d'animation pour donner vie aux interfaces. Et puis, à partir du moment où j'ai fait ça, j'étais frustré parce que j'avais qu'une partie de l'expérience. Je ne savais pas pourquoi je codais cette interface, je ne savais pas pourquoi il fallait appuyer sur ce bouton pour aller à cet endroit-là. Et au fur et à mesure, il y a eu ce métier de product manager qui a été créé, qui vraiment en fait englobait toute cette partie de comprendre quels problèmes pour lesquels on trouvait une solution technique qui peut être créative, qui peut être c'est un peu comme résoudre un puzzle ou faire un Lego. Et en fait, y donner vie et puis à la fin, vraiment être le designer de cette expérience et de résoudre des problèmes humains. Je trouve ça passionnant. Je suis assez d'accord. Alors, on n'a pas eu beaucoup de mythes de la part de vous, l'audience. Ni de questions. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. N'hésitez pas à nous faire un petit retour entre 0 et 5. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces webinars? Moi, personnellement, je ne savais pas si on allait se situer sur un niveau un peu plus, plus ou moins technique. Donc on sera peut-être amené à le refaire. En tout cas, merci beaucoup, Vladimir. Merci beaucoup, Charlie. Pour moi, c'était passionnant. J'ai adoré passer ce moment et échanger. Merci à l'orga côté maestro également, comme toujours. Je vous dis à la semaine prochaine. On aura un webinaire autour de la technique pour les product managers, justement, avec un ancien engineering manager du Bon Coin. Et je vous souhaite sur ce une excellente soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Mehdi. Bonne soirée, merci Mehdi. Merci, au revoir. Et toute l'équipe. Au revoir.